Salut les terriens. Bon ok, c'est vrai que vu comme ça on pourrait vite se décourager, ça ne fait pas vraiment carte postale, mais si vous avez signé c'est pour enchaîner la vérification des chantiers, alors on ne se débine pas, tant pis si c'est poussiéreux et bruyant, on s'envole donc ensemble pour Boca Chica pour inspecter les dernières avancées de la Starbase sous le soleil exigeant du Texas. Ça me changera de mon Nord-Pas-de-Calais, tiens. Allez, c'est parti. On va commencer cette semaine par dire un grand merci à tous ces reporters qui campent non loin de la Starbase pour nous partager ensuite des vidéos, des photos, bref une foule d'infos qui nous permettent de vous tenir informés chaque mercredi. Donc un grand merci à Jessica Kirsch qu'on peut suivre sur Twitter qui nous fait savoir qu'elle est garée sur le parking de la Starbase aux aguets, en pleine nuit juste à côté de Starship Gazer, La Padrée et Ocean Cam. En effet, comme vous le voyez, les campeurs de la Starbase veillent souvent tard le soir à Boca Chica, des fois qu'ils surprendraient l'enfant gâté du New Space, Elon Musk, en train de faire le tour de ses ateliers. Enfin bref, merci à toute la team Espace. Bon allez, prenons un peu de hauteur comme cet aérostat. Serait-ce par hasard un petit nouveau reporter faisant le pied de grue près du site de construction ? Remarquez, pour prendre des photos de la Starbase, ça doit être plutôt pratique, même si je fais quand même plus confiance à RGVR et à la photographie pour ça. Allez, un petit peu de sérieux, dans les news de cette semaine, on évoquait dans le dernier JDS les deux énormes réservoirs horizontaux qui sont enfin arrivés à la Starbase en fin de journée vendredi dernier. Ils ont directement été livrés sur le site de lancement. Ici, on peut voir aussi quelques équipements destinés au déluge, eux aussi livrés sur le site de lancement. Un peu plus tard, des équipes s'activaient déjà pour relier les réservoirs à eau au réseau qui alimentera le plancher refroidissant dans un avenir proche. Les camions remplis à ras-bord d'ergols, ici en l'occurrence de l'azote et de l'oxygène liquide, sont de retour sur le site de lancement de la Starbase. C'est donc bon signe pour la suite. C'est vrai qu'avec le dernier tir et les dégâts qu'il a occasionnés, on était en droit de se demander comment SpaceX pourrait faire le plein à nouveau de ses réservoirs, mais apparemment ça ne pose aucun problème et c'est tant mieux pour la suite. Starship Gazer a beau faire un tour d'horizon, partout où il pointe ses objectifs, ce n'est qu'activité, effervescence et chantier. La table orbitale, c'est bien sûr la star incontestée du moment, avec sa couronne d'échafaudage qui permet aux ouvriers qui travaillent dessus d'accéder à ses systèmes internes. Un chantier qui s'éternise, mais qui est pourtant nécessaire puisqu'il s'agit de réparer ou de remettre à niveau l'ensemble des câbles et des tuyaux d'alimentation de l'édifice, qui pour la plupart ont été endommagés lors de la première tentative. Sous la table orbitale, plus on creuse, plus l'eau s'infiltre, en tout cas tant que les pales planches chargées de sécuriser le chantier n'auront pas fini d'être installées. Il faut donc bien pomper l'eau et la redistribuer ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça, les terriens, puisque je vois souvent passer vos questions à ce sujet, qu'on ne peut pas creuser un grand trou sous la table orbitale pour régler le problème des flammes trop puissantes qui détruisent tout. Ce trou se remplirait d'eau salée, ce qui ne produirait absolument pas le bon effet face aux raptors déchaînés. On en parle d'ailleurs dans l'une des questions des abonnés. On peut aussi noter que non loin de là, des ouvriers s'appliquent justement sur le réseau de tuyaux qui servira à alimenter le plancher refroidissant en eau, qui est la solution choisie par SpaceX. Décidément, le précieux liquide à Boca Chica, c'est un enjeu majeur et plus que jamais. Laissons un peu la boue de côté et élevons un peu le débat. Ici, le nouvel ascenseur de Mekazila a été livré et installé, un ascenseur rouge et blanc tout neuf, ce qui met un peu de couleur dans ce monde de brut. Pour ce qui est de la ferme à ergols, eh bien un doute subsiste, les GSE verticaux, ces grands réservoirs destinés au départ à stocker de l'eau, de l'azote liquide, du méthane et de l'oxygène, vont être reconvertis, alors ok, mais reconvertis en quoi ? Toujours est-il que les équipes de la Starbase semblent bien décidées à leur refaire un petit lifting, enfin à leur refaire la carrosserie. En effet, ces sangles rouges que vous voyez ici sur les images de Starship Gazer, avec à leur bout des points d'ancrage soudés, sont bien destinés à tirer les bosses comme on pourrait le faire sur une carrosserie de voiture. Le résultat est d'ailleurs plutôt bluffant, pas vrai ? Bon certes, si on zoome on voit encore clairement les endroits qui ont été impactés, c'est donc pas magique non plus, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Allez, à présent, prenons la route pour le site de construction, même si vous me direz que ce n'est pas bien loin, c'est à 1 minute seulement en voiture. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le tout de construire des infrastructures à perte de vue, encore faut-il les protéger des intempéries et de l'air marin, tout en leur donnant un peu d'allure, donc rien de tel pour ça qu'un petit atelier peinture sur le nouveau Mega Bay. Au fait, pourquoi SpaceX construit-il ce second Mega Bay ? Pour les habitués du JDS, vous avez certainement déjà la réponse, mais pour les nouveaux, sachez que ce bâtiment, qui vient en complément de l'extension de la Star Factory, sera essentiel pour permettre une production accrue de prototypes. Et oui, le but de l'entreprise d'Elon Musk reste le même, faire voler tout ce qui peut voler pour récolter un maximum de données et perfectionner les futurs appareils.
Ici d'ailleurs, sur les images de NASA Spaceflight, on voit bien que la construction avance à grands pas, avec ici un nouveau bardage transporté du site de Sanchez au site de construction. Au niveau des livraisons, sur la Highway 4, on a croisé quelques camions-citernes entre le site de construction et le site de lancement, ainsi que ce camion. Il s'agit ici de la livraison d'une autre table tournante destinée au Mega Bay. En effet, le dispositif s'avère bien utile pour souder entre eux les segments des prototypes de vaisseaux, mais aussi afin de procéder à des assemblages moins contraignants grâce à cette nouvelle capacité de rotation. Sur la Starbase, on a donc des livraisons par les terres, mais aussi par les mers, avec ce réservoir horizontal qui devrait rejoindre la Starbase dans les prochains jours. Alors par contre, où exactement, ça c'est une très bonne question, les pronostics comme toujours sont ouverts dans les commentaires. Pendant qu'on construit, qu'on assemble et qu'on livre d'un côté, on continue de détruire de l'autre. Après le low bay démoli la semaine dernière, appelé aussi le windbreak et qui servait à assembler les coifs des Starships, c'est au tour du Ground Fabrication Building d'être non pas détruit comme on aurait pu s'y attendre, mais plutôt démantelé avec grand soin par les ouvriers. Alors est-ce que l'entreprise envisage de le désassembler soigneusement pour le réassembler plus loin ailleurs ? En effet, si vous nous suivez chaque semaine, vous savez qu'il s'agit toujours pour les équipes de SpaceX de faire avant tout de la place au plus vite pour l'extension de la Star Factory. Et oui, c'est l'objectif numéro 1, mais je pense que vous l'aurez compris, produire en masse du Starship. Les nez des vaisseaux ont pris un peu l'air également et ont été sortis de la tente numéro 3, qui pour rappel sera appelée elle aussi à être détruite pour l'extension de la Star Factory. Alors est-ce que les équipes de SpaceX réorganisent l'intérieur pour mieux anticiper son démantèlement ? Il y a de fortes chances. À présent, désertons un peu les démolitions et les chantiers de construction pour faire un petit tour du côté des pouponnières à prototypes. L'installation de Raptor sous la jupe du S-26 a commencé au Rocket Garden. Et sinon, à part ça, rien de bien nouveau au musée des fusées. Le S-27 et le B-10 sont toujours entreposés dans cette partie du site de construction qui désormais est plus une aire de stockage en attendant les campagnes de test. Petite parenthèse ici, tant que nous y sommes, notez que le B10 marque tout de même, l'air de rien, un tournant dans le design des boosters, puisque désormais, à partir de cette version, les dômes communs qui séparent les deux réservoirs de l'appareil sont plus aplatis que les précédents. Appelés dômes plats, ils sont plus simples à fabriquer et aussi moins coûteux. Mais en revanche, le B9, le futur partenaire de vol du S-25, ne possède pas un dôme commun plat, même s'il possède par contre une foule d'améliorations, et notamment ses unités électriques dont nous avons maintes fois parlé, qui remplacent désormais les unités hydrauliques de feu B7. Pour rappel, ces unités servent pour le gimbal, c'est-à-dire pour orienter les moteurs du booster lors de la phase de retour sur Terre et d'atterrissage. Du côté du B12, dont on avait aperçu une section se balader sur le site de construction, ça avance, figurez-vous que le booster a commencé son assemblage dans le Mega Bay. En ce qui concerne le prochain Starship sur la liste, le S-25, il n'a lui pas bougé d'un pouce, toujours sur le pas de tir suborbital B. Ufotinic fait d'ailleurs bien de le rappeler, cette future star de l'orbite est quasiment identique à Feu S-24, le regretté prototype qui a payé cher son dévouement lors de la première tentative. Notez d'ailleurs que jeudi dernier, on a annoncé des fermetures de route pour les 12 et 13 juin, ce que l'on a vite soupçonné d'être un créneau pour un tir statique de ce prototype, et les équipes décrochaient dans la foulée la grue du S-25. On a aussi un bel angle de vue du S-28 dans le Mega Bay grâce à NASA Spaceflight, que l'on remercie également pour ces images. Le prototype est prêt depuis un petit moment maintenant et il ne demande qu'à sortir du ventre de la bête pour entamer enfin sa campagne de test. On en vient maintenant au dernier vaisseau empilé récemment, 671 jours après que le S-20 fut complètement empilé, le 7 juin dernier c'était au tour du S-29. Moins de 2 ans après son grand frère, le S-20, le S-29 se tient donc prêt, droit comme un i, dans le Hyde Bay. On voit ici d'ailleurs la dernière et la plus importante soudure se faire, alors que le vaisseau tourne sur lui-même sur la table tournante, sécurisée par les 2 pièces de levage dont nous vous parlions dans un précédent journal de la Starbase. Revenons aussi rapidement sur les dernières avancées à Massey's, là-bas aussi ça ne chôme pas, les fondations du stand de test cryogénique pour les boosters ont reçu une autre couche de béton, et non loin de là, les fondations avancent également, pour ce qui servira certainement de support aux réservoirs horizontaux du site. Pour finir ce grand tour d'inspection de la Starbase, faisons également une pause en Floride. La petite sœur du Texas, après une croissance explosive, a véritablement cessé toute activité. L'entreprise d'Elon Musk, cela ne fait plus de mystère, se concentre à 100% sur son pas de tir à Boca Chica et sur le développement de ses prototypes. Il est tout de même curieux de voir cette grande étendue à ciel ouvert sur la Roberts Road sans âme qui vive, avec juste quelques structures métalliques abandonnées, à l'image de ces sections d'un 3e Mechazilla, une 3e tour orbitale dont on se demandait il y a quelques mois de cela où SpaceX comptait bien les empiler, et qui aujourd'hui semble complètement inutile, si ce n'est pour jouer le rôle de témoin d'une époque révolue. Bon, restons positifs tout de même, je vous parie que l'usine de Starship et de booster à Cap Canaveral, ça n'est en fait que partie remise, et j'en veux pour preuve les éléments de la 8e et 9e section de cette future tour qui sont toujours sur place, prêts à être assemblés.
Idem pour le reste des structures laissées au sol, telles que ces tuyaux d'évacuation de l'eau de pluie, ou encore le matériel des chopsticks qui attendent d'être greffés sur ces derniers, ou même cette Star Factory flambante neuve et ce camion qui semble livrer une nouvelle grue, suggérant une reprise d'activité. Enfin bref, la Starbase de Floride semble faire une sieste interminable sous le soleil, mais ne vous inquiétez pas, on vous donnera des nouvelles d'elle dès qu'elle se réveillera. Allez, c'est parti pour les questions des abonnés. Comme d'habitude, je remercie vivement Philippe Ribert qui vous apporte les réponses les plus complètes et détaillées ici. On commence avec la question de Kylian Fatamounou. Avez-vous une idée du périmètre que peuvent avoir ces trous miniatures du dispositif de déluge ? Eh bien, c'est parti mon kiki. Bon, désolé Kylian, on a déjà dû te la faire 150 fois celle-là. Nous n'avons à ce jour aucune indication précise sur le diamètre exact des trous ou buses qui équiperont le bouclier, mais on peut par contre raisonner sur les nombreux paramètres qui en définiront la taille. Tout d'abord, il y aura leur nombre. Plus les orifices seront nombreux et plus il sera difficile pour le circuit de pressurisation de maintenir une pression suffisante à l'intérieur du bouclier. Essayez donc par exemple de gonfler un matelas pneumatique perforé à de multiples endroits. Difficile de gonfler à bloc la chose si c'est un gruyère. Le nombre d'orifices et leur diamètre sera donc un compromis entre le maintien nécessaire de la pression interne du bouclier et le nombre de bouteilles de gaz de pressurisation disponibles. D'autre part, il ne faudra pas que la réserve d'eau disponible soit expulsée trop vite et que le refroidissement cesse avant que le vaisseau n'ait décollé. On peut donc estimer une durée de fonctionnement requise de l'ordre d'une vingtaine de secondes environ. Il y a également le profil du jet d'eau désiré. Un orifice large donnera un jet mou et évasé, alors qu'une buse plus serrée pourra projeter un jet en forme de bâton et en altitude, mais nous ne connaissons pas pour l'instant la forme des jets d'eau souhaités par SpaceX. Alors, est-ce que ce sera au ras du sol pour favoriser le refroidissement du bouclier, ou plutôt des jets droits pour créer un écran d'eau plus en altitude ? Dans tous les cas, la mise au point du dispositif va demander une campagne d'essai importante là aussi, avec de possibles retouches afin d'obtenir l'efficacité tant attendue de ce système hautement nécessaire. Comme toujours chez SpaceX, on teste, on expérimente, on retouche, on reteste et on revalide derrière. Allez, je vais prendre maintenant la question de J. Shepard. Les 30 cm d'acier résisteront-ils au Furioraptor ou y aura-t-il un joli trou ? Eh bien ça c'est une bonne question, et pour y répondre, revenons d'abord sur l'épaisseur estimée du bouclier thermique et sur la raison de ce choix d'épaisseur. Les 38 cm dont on parle concernent le bouclier complet constitué des deux parois externes et du système de labyrinthe interne. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une plaque massive de métal d'une telle épaisseur, ce qui serait d'ailleurs totalement contre-productif. En effet, l'acier inox dont celui-ci sera probablement fait ne possède pas un coefficient de conductivité thermique très élevé. Ce terme barbare traduit la vitesse à laquelle une onde de chaleur va migrer au travers du métal en fonction de son épaisseur et de l'écart de température séparant ses deux faces. Ici, plus la conductivité thermique est élevée et plus le matériau est conducteur de chaleur. A l'inverse, plus elle est faible et plus il est isolant. Le cuivre par exemple, avec une conductivité thermique pour une surface de 1 mètre carré, de 390 watts pour 1 mètre d'épaisseur et par degré Kelvin, est ainsi plus de 10 000 fois plus conducteur de la chaleur que le polyuréthane, qui est considéré comme un bon isolant. Quant à l'acier inoxydable, il présente des valeurs moyennes, ce qui n'en fait pas un champion du monde. Nos fonds de casserole sont pourtant souvent réalisés en acier inoxydable, mais la moins bonne conductivité thermique de ce matériau est contrebalancée par la faible épaisseur de matière, et la haute température permise par la plaque électrique de la cuisinière qui force le flux de chaleur à traverser tout de même. Ramené à notre bouclier thermique du pas de tir, on aura donc tout intérêt à ne pas faire de plaques trop épaisses et de favoriser plutôt le refroidissement interne du bouclier par une bonne circulation du fluide caloporteur, ici de l'eau douce. Une plaque de cuivre aurait certainement des performances thermiques bien supérieures, mais présenterait des inconvénients tels que sa faible solidité, son poids plus important et son prix exorbitant, mais aussi sa tendance à s'oxyder fortement en haute température en présence d'oxygène. Donc le cuivre on oublie, place à l'acier inoxydable avec ses 38 mm d'épaisseur, ça devrait résister. Allez, je passe à la question d'Orion05. Bonjour, serait-il possible qu'en augmentant la pression du centre du système de déluge en dessous de la table, sans augmenter la pression autour, cela puisse faire un déflecteur de flamme ? Alors merci Orion pour ta question, Philippe y a d'ailleurs déjà répondu en direct en te disant que non, mais on voulait tout de même revenir un peu là-dessus, car si je comprends bien ta remarque, tu penserais en fait à créer un cône déviateur de flamme fait en jet d'eau, c'est bien ça ? Bon, l'idée est intéressante dans le concept, mais je pense que sa réalisation pratique sera très difficile. En effet, pour réussir à créer une forme de pyramide d'eau centrée sur la table orbitale, il faudrait un gradient de pression très important entre le centre à très haute pression, pour former la pointe du pic j'entends, et la périphérie à basse pression. Ceci nécessiterait une source de pressurisation de très forte puissance à haut débit, et ce serait probablement difficile de bien la régler pour obtenir la forme désirée. Aussi, je crains fort que cette belle pyramide aquatique soit de toute façon balayée par les jets de gaz des 33 Raptors hystériques.
Le plus efficace en conclusion, et surtout le plus facile à réaliser, reste encore le bouclier plat posé au sol comme l'envisage SpaceX, avec juste une couche d'eau en légère cascade pour refroidir le tout, mais en tout cas pas mal la proposition, elle est originale et innovante. Allez, je continue avec la question de Ced en décalé. Bonjour Quentin, encore une vidéo bien instructive, merci. Eh bien, merci à toi Ced. Je me demandais si pour les déluges d'eau, ils utilisent de l'eau douce ou de l'eau de mer. La plupart des pas de tir sont en bord de mer. Merci d'avance pour ta réponse. Eh bien, Ced, on t'a également répondu sur les commentaires, et vous êtes d'ailleurs nombreux, les terriens, très nombreux même, à me demander pourquoi on fait bien la distinction entre eau douce et eau salée pour un système de déluge. Bon, en effet, il s'agit bien d'eau douce, car les circuits de déluge ne pourraient pas fonctionner à l'eau de mer, ceci afin d'éviter justement de graves problèmes de corrosion qui surviendraient avec de l'eau salée. Également, l'eau salée est très bonne conductrice d'électricité, elle provoquerait donc immanquablement de redoutables courts-circuits dans les installations au sol, et pourrait compromettre la réussite du lancement. Bon, je vois déjà les mauvaises langues dire qu'on n'est pas à ça près, et c'est clair que ce n'est pas la peine de rajouter de la difficulté là où il y en a déjà. Alors certes, on sait depuis longtemps fabriquer des bateaux et autres plateformes marines exposées aux embruns salés, mais dans le cas précis d'un décollage de fusée, la présence de flammes à très haute température ne ferait pas bon ménage non plus avec le chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel, qui verrait ses capacités corrosives largement augmentées. Il est donc tout simplement plus prudent de s'en tenir à de l'eau douce, même s'il s'agit bien évidemment d'une ressource plutôt rare à Boca Chica. Cela dit, rassurez-vous, après pulvérisation, l'eau est récupérée dans les bacs de rétention en vue d'un retraitement et d'une réutilisation future. Voilà les terriens, j'espère que ce tour d'inspection de la Starbase de SpaceX vous a permis d'avoir une bonne vue d'ensemble et de ne pas perdre le fil de ce qui pourrait bien être une véritable révolution de l'aérospatiale en ce début du 21e siècle, une fusée multiplanétaire et entièrement réutilisable, rien que ça. En tout cas, merci pour votre fidélité, je ne le dirai jamais assez, c'est bien grâce à vous si la chaîne continue de grandir. N'oubliez donc pas le pouce de YouTube, et je vous retrouve comme d'hab ce vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine. Vous allez voir qu'il s'est encore passé plein de choses dans l'espace. Allez, salut les terriens!